Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash avec 4 beaux invités. En fait, il y en a un quatrième qui est pris dans les embouteillages, il va nous rejoindre au deuxième sujet. Le premier, c'est François Baer, Serge Federbusch et Patrick Mignon qui est là. Allez, premier sujet tout de suite. Alors, le premier sujet, c'est l'Europe doit-elle restreindre l'exportation des vaccins ? En réalité, qu'est-ce qui se passe ? On voit que l'Europe a pris beaucoup de retard dans sa vaccination. L'Angleterre est en avance. Les États-Unis ont pris beaucoup d'avance, tant et si bien qu'ils vont avoir fini de vacciner leur population, a priori courant juin. L'Europe, c'est juillet, août, septembre. Ma question, c'est, on a découvert en fait qu'il y avait des vaccins qui avaient été exportés et aucun qui était rentré en Europe. Est-ce que maintenant l'Europe doit arrêter d'être peut-être l'idiot utile du monde et restreindre les exportations ? Voilà, c'est ça le sujet. Et je vais vous demander, Patrick Mignon, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, je vois déjà qu'il y a deux plans. Il y a tout d'abord un plan commercial proprement dit. Il ne faut pas se leurrer. La France n'est pas propriétaire intellectuellement de quelconque vaccin, puisque Sanofi Pasteur n'a pas produit le sien. Donc, les laboratoires ne vont faire que fabriquer des vaccins et mettre en bouteille ou en flacon les 10 vaccins qui sont la propriété intellectuelle d'autres. Donc là, il y a des contrats. Et si elle ne le fait pas et si elle veut changer les termes de ces contrats, il y aura un gros problème. Mais ça, c'est peut-être accessoire, je pense, moi. Moi, je pense que le gros problème, il est surtout politique. Et que cette Europe, l'Europe, je rappelle, de Madame von der Leyen, qu'on avait vu s'occuper des vaccins et de la pandémie au tout début, quand elle chantait l'hymne à la joie en se lavant les mains pour bien montrer à tout le monde comment fallait faire. Je trouve qu'il y a... Ça, j'ai jamais vu. Sérieusement, pardon, il y a une vidéo qui... Il y a une vidéo qui la montre, elle oui. est connue, où elle est Okay. devant un lavabo du Berlaymont Building, et elle se lave les mains en chantant l'hymne à la joie, histoire de promouvoir les gestes barrières. D'accord. Donc ça montre le niveau quand même de cette Commission européenne. Alors aujourd'hui, ils veulent remettre en cause, ou ils veulent durcir une position. Sur le plan politique, je veux bien, sauf que quand on veut être souverain comme ça veut dire qu'il faut que tout le monde soit d'accord, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un peuple unique. Or, il n'y a pas de peuple européen. Donc, il n'y a pas de souveraineté européenne. Tout le monde le sait. Donc, à mon avis, c'est voué à l'échec. La contrepartie... Qu'est-ce que je voué à l'échec, pour être certain ? De taper... L'interdiction d'exporter ? Ah bah oui, On n'y arrivera pas. Bah non, pour une raison extrêmement simple, c'est qu'encore une fois, commercialement, il y a des contrats, est-ce qu'ils sont prêts à payer, en plus de ce que ça coûte, des dédommagements colossaux. Et deuxièmement, surtout, en assumant leur volonté politique, c'est ça que je veux dire. Mais surtout, il faut bien se voir aussi une chose, c'est qu'on a quand même présent à l'esprit, parce qu'on est aussi humaniste, faut pas nous présenter comme des vilains capitalistes. On pense au peuple et aux pays pauvres qui ont besoin aussi de ce vaccin, qui sont touchés par la pandémie. Puis ça serait complètement stupide de se dire « je garde les vaccins pour moi » et de se croire dans un îlot, alors qu'à l'extérieur, le virus circule toujours. Alors, ça, je pense que c'est un vœu pieux, c'est un coup de com'. Ils vont tenter effectivement de réorienter peut-être un peu plus. Ils ont peut-être le sentiment de s'être fait avoir par des contrats cachés. Je n'en sais rien. Là, on n'a pas assez d'informations, à mon avis. Dernier point. On ne parle que des vaccins. C'est très bien. Mais je rappelle quand même que la médecine marche sur 2 jambes, Franck. La première jambe, c'est la prévention. Les vaccins, entre autres, les gestes barrières, tout ce qu'on veut, se laver les mains, les gels. Le deuxième, c'est le traitement. Et je trouve qu'on ne parle pas assez des traitements dans notre pays. Je rappelle quand même qu'il y a moins d'une semaine, le prix Nobel 2015 de médecine, biologie moléculaire, je crois, le professeur japonais Satoshi Omura, a démontré que le traitement à base d'ivermectine et d'autres adjuvants et d'autres compléments, avec une étude qui tient beaucoup, qui est vraiment requise par tous les gens avec lesquels j'en parle, la fameuse étude randomisée en double aveugle avec un nombre suffisant, ce qui est normal pour toute étude, eh ben, il a fait cette étude et l'ivermectine semble avoir un intérêt, c'est que elle ne tue pas le virus, elle ne
tue pas la maladie, elle l'arrête, elle l'interrompt pas. Par contre, elle empêche aux patients qui en sont atteints d'atteindre des formes très graves et d'aller en réanimation et en détresse respiratoire. Ok, Patrick, autrement dit, vous dites qu'on n'y arrivera pas et qu'à la limite, il ne faut pas le faire, l'interdiction de l'export. Non, je pense qu'il ne faut pas le faire, ou tout au moins, il faut s'assurer que des règles cohérentes et ne privent pas certains pays pour des questions commerciales ou autres. Voilà. C'est-à-dire que je crois qu'il y a beaucoup d'agendas cachés derrière tout ça, alors qu'on se voudrait uniforme. Serge, je vous connais, j'arrive pas à croire que vous puissiez penser comme Patrick. Malheureusement, là, je pense qu'on se rejoint et il n'y aura pas de clash, il y aura plutôt un accord. Si j'osais la formule, l'Union européenne, elle est dans une seringue sur cette affaire de vaccins. Ils n'ont pas, effectivement, intellectuellement, la clé du système et du dispositif. On a été largués. Ils ont, en matière de capacité de production, ils sont en retard également. Ils sont en retard sur tout. Et bomber le torse et montrer les muscles alors qu'on est en situation de faiblesse, ça aboutit à quoi ? Ça aboutit toujours à des déroutes. Et donc, on peut annoncer qu'on va empêcher l'exportation de vaccins dont on n'a d'ailleurs pas forcément les stocks, mais ensuite, dans ce cas-là, on risque des rétorsions des laboratoires qui ne voudront plus nous livrer ou qui, pour les nouveaux vaccins, des nouveaux variants, parce qu'il faut voir qu'on est face à une affaire qui est extrêmement évolutive, ça c'est la clé aussi du système, c'est-à-dire que les vaccins sont peut-être valables pour certains variants aujourd'hui, mais si c'est comme la grippe, si ça se comporte comme la grippe et l'influenza, eh bien, tous les ans, il faudra à nouveau mettre en place et au point des vaccins, et non pas sur 4 millions de personnes, comme pour la grippe, qu'on a déjà d'ailleurs du mal à satisfaire, parce qu'on était en rupture de stock pour les vaccins de la grippe cette année. Eh bien, il faudra faire ça sur 50 ou 60 millions de personnes, avec peut-être 1 ou 2 injections pour 1 ou 2 variants. Autant dire qu'on est foutu. Attendez, et donc, Serge, on est foutu avec on ne peut pas, avec des officiers et une armée qui a accumulé les défaites, comme on l'a vu avec l'Union européenne, ou encore plus encore en France, puisque ça a été une succession de fiascos depuis le début. Ils ont, en fait, ça a été la débandade, surtout les masques, le gel, les vaccins maintenant, les Lidrea, le Lidrea, parce que, évidemment, il y a 2 choses qu'il ne faut pas oublier. Il y a le refus de vraiment suivre la piste des traitements médicamenteux. Je crois, j'ai un peu étudié le sujet et je vais sortir un livre sur la question. Vous êtes épidémiologiste comme le président Macron ? Je m'interroge. J'ai à peu près toutes les mêmes qualités que lui, sauf que je peux moins nuire à la France. Donc, pour le moment. C'est donc une qualité de plus. C'est ça. Ma grande qualité par rapport à Macron, c'est que je ne suis pas président de la République. Et donc, en étudiant un peu les choses, on se rend compte effectivement qu'il y a eu beaucoup de loupés, mais on a un conseil scientifique présidé par un gars qui s'appelle Delfrécy, et on comprend, en comprenant sa position à lui, que c'est quelqu'un qui a été un peu élevé dans la lutte contre le sida. Vous voyez, il était président. Et la lutte contre le sida, qu'est-ce qui s'est passé quand le sida est apparu ? Il y avait tous les traitements médicamenteux ont échoué. Il a fallu attendre que les antiviraux, vous voyez, produits par l'industrie pharmaceutique, aident à conjurer un peu le péril. Et donc, on a l'impression qu'ils ont reproduit une espèce de mécanisme acquis dans la lutte contre le sida, c'est-à-dire, en gros, les médicaments ne servent à rien, il faut attendre l'antiviral. Et donc, c'est pour ça que même si on peut débattre des traitements Raoult ou de l'ivermectine, en tout cas, s'opposer complètement à leur utilisation et attendre l'arrivée, vous voyez, un peu miraculeuse d'un antiviral, ça a été une erreur majeure. Serge, je vous coupe parce que moi, je vous ai entendu prendre des positions dans des émissions ici, protectionnistes. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit ? Il m'arrive même de vous écouter. Très bien. Et je vous ai entendu prendre des positions très protectionnistes. Et alors, maintenant, aujourd'hui, vous êtes Serge le libéral, ouvrez, laissez passer. Mais c'est quoi cette histoire ? C'est le pragmatisme qui doit guider. Quand vous n'êtes pas capable de tenir une position politique, commerciale ou scientifique, vous ne le faites pas parce que vous vous ridiculisez, c'est tout. Il y aura des rétorsions et c'est une pure opération de communication. La solution, quelle est-elle ? C'est effectivement laisser aussi la piste médicamenteuse ouverte et puis c'est surtout, et ce qui fait défaut de manière majeure, c'est augmenter les capacités hospitalières pour traiter les gens vraiment malades, parce que le Covid, ça tue très peu.
ça tue très peu. 0,01%. Ça tue de la population et même 0,3% des gens infectés. C'est très peu, c'est à peine plus que la grippe. Et comme en plus il y a des tas de variants et que maintenant, de toute façon, il est entré, c'est un combat d'arrière-garde. Ma conviction profonde, c'est qu'il faut développer les capacités hospitalières pour les gens vraiment atteints, avoir une chaîne de solidarité pour, par exemple, alimenter les gens à un vrai risque, et les autres, il faut les laisser vivre, et on va choper le virus. Moi, je l'ai eu, d'accord, le variant anglais. Eh bien, ça vous fout en l'air pendant 15 jours, 3 semaines. Ensuite, vous avez des séquelles beaucoup plus légères, comme n'importe quelle maladie. On vous dit, oh là là, attention, il y a des séquelles terribles. C'est pas équivalent pour tout le monde. Hein. Mais quand on a... J'ai un ami qui l'a et qui a un Covid long. Mais c'est le cas de toutes les maladies. Bon, moi, il m'est arrivé d'avoir une hépatite virale ou un ulcère à l'estomac. Eh bien, j'ai encore une fragilité du foie ou de l'estomac 30 ans plus tard. Avant de déballer votre dossier médical, on va laisser... Mais ce que je veux dire, c'est que dans n'importe quelle maladie, je parle pour le 4e qui n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qu'il est bon, J'ai pris son tour. Bon, allez, François, allez-y. Ok, allez, François, vous êtes aussi mou du genou que Serge Federbusch, le libéral qui laisse tout passer. Vous êtes plutôt fermement opposé aux exportations hors Union européenne. L'idée, c'est pas d'être mou du genou dans le discours, c'est d'être fort dans l'action. Voilà. Okay. Et justement, au niveau de l'Union européenne, on est dans le déclaratif, encore une fois, dans la déclaration martiale. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir la réalité de ce qui est possible derrière, comme toujours. Et on sait très bien qu'il y a un vrai sujet de l'exercice du pouvoir là-bas, entre les lobbies d'un côté, la répartition des rôles, les multiplications de structures dans tous les sens qui font que le truc est juste illisible et inopérable. Pour moi, vous voyez, l'Europe, c'est un peu comme un groupe WhatsApp. Oui. Vous avez tous la pratique des groupes WhatsApp. Oui. Tout le monde déboule quand il y a des bons trucs, quand il y a des bouffes, quand il y a des pots qui sont proposés. Oui. Mais dès que vous demandez un service ou dès que vous avez un sujet particulier, c'est silence radio général. Oui. Et quand vous devez gérer des trucs sérieux, ça se fait en bilatéral, hors groupe WhatsApp. D'accord. L'Europe, c'est un groupe WhatsApp. Donc, à partir de là, quand on a compris le fonctionnement du groupe WhatsApp, on s'axe sur du bilatéral. Le bilatéral au sein de l'Europe, pour cette problématique. Voilà. Je vais vous rappeler... Alors, je vais revenir là-dessus, mais on va aller, François, je vais sur juste le fond rappeler du des sujet. chiffres, parce que moi, je vous trouve bien gentil. L'Europe a exporté plus de 40 millions de vaccins. Elle en a reçu 0. On a trouvé un stock de 26 millions de vaccins 29. En Italie. 29 millions, vous avez raison. 29 millions de vaccins en Italie. Plus de 6 millions étaient destinés à l'export. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? UK ont reçu plus de 10 millions de vaccins alors qu'on est en retard. Mais ça ne vous pose pas de problème ? Mais bien sûr que ça pose un problème. Mais encore une fois, on va réfléchir à ce qui est possible. Vous savez, c'est la fameuse... les alcooliques anonymes connaissent ça très bien. Mais c'est la fameuse prière de Marc Aurèle. Oui. Seigneur, donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. On va se concentrer sur ce qu'on peut. Parce qu'on est clairement dans quelque chose où vous voyez très bien que je ne connais pas le chef des opérations en Europe qui est capable de coordonner. C'est ça le problème. Il n'y a pas de lieu de coordination, et ne serait-ce parce qu'il y a un éclatement des intérêts. Donc il y a une difficulté. Si on se concentre sur la partie qui nous revient, c'est la seule qui m'intéresse là-dessus. Pour moi, déjà... Il y a une question à poser, c'est par rapport au vaccin. Ça a été évoqué. C'est-à-dire que le vaccin, pour moi, c'est le moins mauvais moyen pour les plus vulnérables. On va dire ça. C'est-à-dire concrètement, le vaccin vaut pour les plus vulnérables comme quelque chose qui a été lancé dans des délais très courts, avec pas de garantie 100%. On est encore en train de tâtonner, donc on ne va pas en faire non plus l'alpha et l'oméga. Un, parce qu'il y a encore des lieux de doute. Et deux, parce que c'est surtout destiné aux plus fragiles. Moi, je parlais avec des personnes, j'habite à Pasteur, donc j'ai pu parler avec pas mal de gens qui travaillent à l'Institut Pasteur, qui vous disent eux-mêmes... Pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le 15e arrondissement, Pasteur. Voilà, mais qui... C'est là où il y a des rixes. Voilà, mais qui vous disent eux-mêmes que, notamment sur tout ce qui est technologie ARN, etc., il y a des choses qui sont encore problématiques et on ne sait pas encore. Et notamment pour les plus jeunes, on ne sait pas ce que ça deviendra. Donc ça, c'est la première chose, même si pour les personnes les plus vulnérables, les plus âgées, pas les plus jeunes, on considère que on est dans le fameux rapport coût-bénéfice, etc. Donc on est d'accord que pour toute une série de gens, c'est la moins pire solution. Voilà. Ceci étant posé, moi je vais rappeler, puisqu'on parlait d'officiers et de défaites, les 3 principes de la guerre. Concentration des efforts, économie des moyens, liberté d'action. Concentration des efforts, c'est précisément, le vrai sujet aurait dû être dès le départ, la manière dont on série clairement les populations cibles, là où c'était un énorme foutoir, et où encore... Pardon, on dit qu'il faut vacciner d'abord les plus de 75 ans, ensuite les plus de 65. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? On y est venu maintenant, mais ça a mis un temps considérable. Donc déjà, c'est le premier sujet. Dans la concentration des efforts, ça a aussi été évoqué, le vrai lieu premier de la concentration des efforts, pour moi, c'est les lits de réanimation.
ça n'a jamais été géré. Et on a fait un déploiement d'un hôpital militaire de campagne qui a soigné 46 malades. Et qu'il a fallu 3 semaines pour le déployer. 3 semaines pour le monter à Et en 15 jours, les Chinois ont créé un hôpital de 1000 lits. Voilà. 1000 lits en 15 jours. C'est-à-dire un 5e de la capacité totale de lits en France. Donc, en 15 jours. Premier sujet, concentration des efforts. Deuxième sujet, économie des moyens, c'est prioriser au plus près. Et là, qu'on le veuille ou non, je suis d'accord, encore une fois, si l'Europe peut limiter, très bien. Et notamment sur le principe de réciprocité. Vous êtes d'accord sur le fait qu'on si elle peut le faire, je suis d'accord. Comme j'avais Patrick Mignon et Serge Federbouch, non, mais là-dessus, je suis des d'accord. libres passeurs, on va dire. Là-dessus, je suis d'accord, mais encore une fois, il faut voir ce qui est possible. Il faut voir la différence entre déclaratif et l'action. Mais donc, prioriser au plus près et gérer la logistique. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a une question de conduite des opérations. C'est bien joli d'avoir toutes les doses. Si concrètement, l'acheminement ne se fait pas, ne serait-ce que parce que, vous voyez, on a voulu gérer la logistique des vaccins alors qu'on n'était déjà pas capable de gérer la logistique des lits de réanimation. Donc concrètement, vous voyez, il y a un énorme foutoir de coordination avec le privé, la manière dont on mobilise les infirmières libérales qui n'avaient pas le droit de vacciner. Enfin, vous voyez, il y a eu un nombre de loupés là-dessus considérable. Et liberté d'action, c'est tout le reste. C'est-à-dire qu'on parlait effectivement de solutions alternatives, de la manière dont on fait le traitement, de la manière dont on génère toutes les conditions pour que ça reparte. Ouais. Là, on est rentré dans un truc où tout est verrouillé et où on a même des messages présidentiels pour nous dire comment aérer nos maisons et des messages du Premier ministre pour savoir si on aura de faire la bise à Pâques ou pas et combien d'oreilles on va bouffer au lapin au chocolat. Et le cœur de sujet va être beaucoup plus, pour moi, tout le reste, de libérer les Français parce qu'il y a de l'initiative, parce qu'il y a des projetez déjà dans l'après. Mais oui, mais il faut être là-dessus. Okay. Honnêtement, on va rester sur les vaccins. Je finis juste là-dessus par une image, si vous voulez. C'est-à-dire que je ne sache pas. Je ne suis pas maître de l'émission, vous avez remarqué. Je ne sache pas. Entre Federbouch et. Okay. Là, il est en train de mettre mon record. Je note, là. Qu'emprisonner les bisons sains ait eu un quelconque effet sur empêcher les attaques de loups sur les bisons vulnérables. D'accord. Donc concentrons-nous sur les bisons vulnérables pour les protéger plutôt que d'enfermer les bisons sains. J'aime bien ça donnera un petit peu plus d'espace à tout le monde. De cow-boy. Ok. Patrick, je vous traitais de mou du genou et libre passeur. Vous n'êtes pas d'accord. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que François Bert et Serge Federbouch viennent de dire, mais c'est exact que... disons que sur le plan du libéralisme, on n'a pas je crois que c'est pas le problème. Ça se classe pas en être libéral avec les doses de vaccins. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Ça n'est pas une question d'économie ou même d'idéologie de fonctionnement. On est face à un problème. Le bilan a été très clairement fait sur le plan militaire. Je rappelle d'ailleurs que le meilleur et les champions de la logistique en France, c'est l'armée. Mmh. Il n'a jamais fallu qu'un an et quelques pour s'en apercevoir et déclencher maintenant et leur confier les transports et la répartition des moyens. Mmh. Donc de ce point de vue-là, ça n'est pas une question d'être libéral ou pas libéral. C'est vraiment une question de savoir quelle structure on veut faire et où on va après la fin de la crise. Mmh. Parce que, comme vous l'avez dit, il n'y aura pas une fin de crise comme une marche d'escalier. Hein. Ça ne va pas s'arrêter demain. C'est comme la grippe, vous l'avez fort justement dit. C'est Serge qui l'a dit avec les variants. Il va y avoir... Il arrive d'être honnête. Hein, il va y avoir... C'est bien. Il va y avoir les variants. Je m'en repentis déjà. Et avec la grippe, des fois... Le réseau Sentinelle ramène les premiers cas, le vaccin est créé, on essaye de faire une couverture la plus large possible, ça marche, tant mieux. Il y a des cas, il y a des années, je me souviens, où le vaccin n'a eu aucun effet protecteur pour les gens et la courbe de mortalité a un peu plus monté. Ouais. Et voilà, et on va être confronté à ça, à mon avis. Parce qu'un virus, ça s'élimine pas comme ça, juste parce qu'on se lave les mains et qu'on est tous vaccinés. C'est pour ça que la France a commandé des centaines de millions de doses. Mais ça ne changera rien. À la hauteur de la France, c'est des centaines. Elles arriveront quand il sera trop tard, mais quand il y aura un nouveau variant. Non, parce qu'ils anticipent le fait qu'il va falloir. Ils peuvent pas anticiper le variant dans 6 mois. Et c'est là que c'est là que François a raison. Les bisons sains, eux, il faut qu'ils puissent vivre. Ouais. D'abord, tous ceux qui sont déjà nés, puis tous ceux qui vont naître. Parce que on ne va pas continuer comme ça pendant des années. Il faut qu'à un moment ou à un autre, on admette que cette maladie a une mortalité donnée. On essaye de la diminuer au maximum. On protège au maximum les populations à risque. Mais si vous voulez avoir moins d'actes médicaux à faire,
C'est pas à la population totale qu'il faut s'adresser, donc en raisonnant en termes de vaccins, et en plus à 2 doses ou 3 doses, comme il est maintenant prévu, puisque j'ai un ami qui a été vacciné par le Pfizer, qui a eu ses 2 doses Pfizer, et on lui a déjà annoncé que peut-être dans 6 mois, il aura une 3e dose pour le variant sud-africain. Donc vous voyez qu'on n'arrête pas. Donc si on met une dose tous les 3 mois multipliée par 60 millions d'habitants, je vous laisse deviner ce que ça va faire. On n'est pas prêt de libérer, donc de le récupérer seul moyen de le faire, et encore une fois, c'est les traitements qui évitent aux gens, 1, d'aller trop vite en réa ou trop gravement atteint en réa, 2, d'augmenter les capacités des hôpitaux. Ok. Un de vous deux va avoir le mot de la fin, ça ne peut pas être les deux. François. Puni. Et puis, Oui. pour la suite, La fonction est tombée, elle est on ne rude. gagne pas une guerre avec un moral de hamster. C'est ça. Ouais. Vous n'allez pas lancer un peuple en les réduisant à un bilan médical. Mais où vous avez vu qu'un peuple se lève sur des gestes barrières, où vous avez vu qu'il y a une possibilité de faire repartir un peuple qui est bourré d'initiatives, bourré de possibilités d'adaptation, qui a été admirable dans la manière de s'adapter dans les temps intermédiaires, quand on lui demandait de réguler les histoires de... et qu'on les réduit à être juste des patients en liberté. Oui, alors simplement un mot, moi ce qui m'inquiète voilà. quand même, Le vrai mot de la fin, c'est que Serge. justement, il n'y a, 30 secondes. a pas de rébellion, il n'y a pas de rébellion contre des trucs qui servent à rien. Le port du masque sur des plages de l'océan Atlantique, comme ça a été avec des drones pour surveiller... Ça, c'était au début, hein, c'est terminé, oui, on mais sent. c'était absurde, absurde. Et quand l'État se couvre de ridicule avec des politiques absurdes, il en reste quelque chose. Ensuite, les gens n'y croient plus, il y a un traumatisme de l'inefficacité. Et c'est ça qui est... Il y a eu des mensonges au début. Bien sûr. On va Après, rester ça là-dessus. On va rester là-dessus. Je crois qu'il y a un consensus là-dessus. Oui. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet. Vous allez voir, c'est Saccage Paris, c'est quelque chose aussi. À tout de suite. Rebonjour, le hashtag Saccage Paris. Ah, ça c'est une histoire. Un hashtag a surgi la semaine dernière disant en gros que Paris c'est un dépotoir. En gros que Paris c'est Bombay. Hein, c'est ça les comparaisons. Ce hashtag a, donc c'est sur Twitter que ça se passe, a beaucoup de succès. En quelques jours, 20 000 messages différents. Moi je voulais savoir... Et je vais m'adresser à Serge Federbusch, hein, il a été candidat à la mairie de Paris, il connaît très bien le sujet. Je voulais savoir si vous pensez que véritablement Paris, la situation de Paris s'est dégradée, si Paris c'est Bombay et si Anne Hidalgo doit porter le chapeau. Alors c'est assez méchant pour Bombay, parce que la dernière fois que j'y suis allé, c'était quand même un peu moins crasseux que Paris actuellement. Premièrement. Deuxièmement, Vous exagérez parce que je connais Bombay. En 2008, j'ai sorti un bouquin qui s'appelait Delanopolis, le jeune massacre des rues de Paris. Donc je pense que je suis de très loin le premier à avoir pointé le problème. Bon, et le problème n'est pas qu'une question de saleté, ce sont des choix politiques, des choix démagogiques en fait de la mairie d'abord de Delanoë et ensuite Hidalgo, bon, qui sont en rupture complète avec la philosophie haussmannienne. C'est un vrai problème urbain. L'haussmannisme, c'est quoi? C'est comme ça que Paris a été sauvé au XIXe siècle, c'est de faire des grandes percées pour permettre la circulation et la captation de manière anticipée, donc c'était assez génial, des modes de transport qui allaient apparaître et qui n'existaient pas forcément à l'époque. Donc c'était absolument génial et clairvoyant. Donc c'était une ville ouverte, démocratique aussi, parce que l'idée d'Haussmann, par exemple, c'est de dire le paysan lorrain, voilà, il est avec sa charrue, il va à Metz, il prend son train, il arrive gare de l'Est à l'époque 3h30 plus tard, et là il sort, et là le boulevard Sébastopol l'amène au cœur de sa capitale. Donc c'est quelque chose, vous voyez, qui était vraiment une forme d'idéal français. La démocratie Haussmann, c'était aussi autre chose, c'était toutes les couches qu'est-ce qu'on fait de Delanoë et Hidalgo immeuble, ensuite? C'est saucissonner, lacérer, obstruer, dans une logique clientéliste. Vous prenez le boulevard de Magenta, ça fait 32 mètres de large, eh bien, ils ont fait 7 lanières sur 32 mètres, et au mépris de tout l'urbanisme haussmannien. Pourquoi? Alors là, je vais être un petit peu technique, mais c'est extrêmement intéressant. Il y a un bombé, vous voyez, dans les boulevards et les avenues parisiens, pour que l'eau s'écoule. Voilà. Quand vous mettez des banquettes en ciment au milieu, l'eau ne s'écoule plus, ça focalise, ça arrête, vous voyez par exemple les feuilles mortes, ça finit par percer d'abord
le macadam, ensuite la couche de pavé qui est en dessous, et puis ça commence à corroder la voûte des égouts. Donc ils ont fait n'importe quoi par clientélisme, par communication, par stupidité, en mentant à un coût astronomique. Et bon, comme Paris est très riche au départ, eh bien, c'est le socialisme. Le socialisme, ça s'arrête quand les gens, quand sa victime est ruinée. Bon, eh bien, Paris, c'est très riche, et donc là, ils sont en train de le ruiner progressivement. Et ça commence à se voir. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, qui étais spécialiste de la question, je le dis sans me vanter, eh bien, bon, évidemment, c'était mon sujet, mon métier. Je l'ai vu arriver avant. Oui. Mais maintenant, tout le monde le voit. Et ça va être de plus en plus évident. Donc, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'étonnant à cette situation. C'est à 100% la faute d'une mairie d'incapables, de menteurs et de démagogues. Alors, je vais en profiter pour accueillir Antoine Cohen. Merci Antoine d'être avec nous. Merci Serge. Donc, le hashtag Paris, vous connaissez bien cette ville. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que c'est mérité, comme le dit Serge, ou vous pensez que finalement, il y a énormément d'exagération ? Ce hashtag est parti de Twitter. Comme on sait bien, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça constitue le 5e pouvoir en France. Oui. C'est vrai que beaucoup de gens, notamment à l'étranger, ont une vision assez idyllique de Paris. Quand on parle de Paris, on pense aux monuments historiques, au charme de ses bords de Seine ou encore au style haussmannien. Oui. Mais en réalité, Paris, c'est avant tout une ville fragmentée. Le Paris de Saint-Germain-des-Prés ou le Paris de la Goutte d'Or, c'est pas deux quartiers différents, mais c'est deux mondes différents, sociologiquement et économiquement. Pour répondre à la question, est-ce que c'est un mythe ou bien est-ce que c'est une réalité ? Ça dépend où. Moi, quand je me promène dans un quartier bourgeois ou dans un quartier bobo, je ne vois pas de l'insalubrité à tous les coins de rue. Mais en revanche, à Paris-Est ou dans les quartiers à forte population immigrée, on peut constater une forte dégradation des conditions de vie. Alors, on peut toujours pointer du doigt la mairie, mais on ne peut pas non plus exclure la responsabilité des habitants dans cette situation-là, parce que ce que l'on voit, c'est juste la conséquence du problème, c'est le symptôme. Mais le véritable problème, c'est l'immigration de peuplement, c'est l'insécurité, c'est la ghettoisation, c'est le déclin économique et social, et c'est pas forcément à la municipalité de répondre à cela, c'est plus, je pense, à l'État. Alors, juste un mot, je sais que les Parisiens sont des cochons. Mais c'est faux. Les quartiers soi-disant bourgeois et riches sont atteints de la même manière. Si vous allez sur l'avenue de Wagram ou du côté du Trocadéro ou même dans le 7e arrondissement, c'est de plus en plus sale. Allez vous balader sur le Champ de Mars. C'est quand même le cœur du Paris aristo-bourgeois. Oui. Eh bien, il y a plein de rats, il y a des édicules partout, c'est devenu complètement pourri le Champ de Mars. Donc ça concerne tous les quartiers. Alors il y a des quartiers où il y a des populations qui sont plus sales qu'ailleurs, c'est sûr. Bon, mais en même temps, ça concerne tout le monde. Ça prouve bien que c'est un problème de gestion municipale. C'est beaucoup plus grave que simplement parce que ça, c'est le discours d'Hidalgo, de dire ils sont sales. En gros, les Parisiens, c'est pas de ma faute, c'est juste une offensive de l'extrême droite et de la droite sur Internet. Je voudrais pas passer pour un bobo, mais je vous invite à aller à Avenue Montaigne ou Avenue Foch. Moi, je ne vois pas de la saleté ou de la salubrité partout. Par contre, à Paris-Est, à Paris 18e, Paris 19e, Paris 20e, excusez-moi, mais c'est pas, je trouve... pour moi, c'est pas comparable. Mais il y a des défenses de degré, mais pas de nature. C'est simplement... Serge et Antoine, Patrick Mignon, une des défenses d'Anne Hidalgo, c'est de dire en gros que c'est une grosse manip politique. Oui, alors et qu'à l'heure où elle est en train de préparer une campagne présidentielle, on est en train de la disqualifier de cette manière. Alors, ça c'est une défense. Déjà, je voudrais qu'on parle de dièse. Saccage Paris et non pas de hashtag. Parce qu'avant de saccager Paris, on ne saccage pas la langue française. Ok, autant pour moi. Non, je plaisante. Je plaisante, c'est une petite méchanceté. Il a raison, Serge Federbusch, quand il parle de la ville haussmannienne. Parce qu'en fait, ce qu'a fait Haussmann, et il ne l'a pas mentionné, c'est en élargissant ses avenues et en rationalisant tout, il a permis à la lumière d'entrer dans Paris. La lumière est fondamentale. Avant l'entrée de la lumière, toutes les maladies, les pandémies, la tuberculose, toutes ces maladies se propageaient très rapidement à cause de la promiscuité. C'est une des premières causes de salubrité, c'est la lumière. Ça, c'est le premier point. Alors évidemment, heureusement aujourd'hui, Anne Hidalgo n'a pas encore rapproché les immeubles et cassé ses alignements, fort heureusement. On peut lui reprocher autre chose que mais, ça. Mais Paris, ville lumière, il n'y a plus de lumière. Elle a réussi à éteindre la lumière. C'est-à-dire que c'est devenu effectivement une poubelle à l'égard. Et moi, je suis allé dans beaucoup de capitales et je confirme que Bombay n'est pas très propre partout, mais il y a des endroits de Bombay qui sont plus propres qu'une grande majorité des endroits de Paris.
Et puis, deuxième chose, vous parliez du boulevard Sébastopol avec ces lanières au milieu. Oui, tout à fait. J'avais pas pensé à cette problématique du fait que c'était bombé et que, en fait, effectivement, les égouts et les caniveaux sont sur les côtés initiaux, pas au milieu. Donc ça, c'est effectivement un problème. Mais la rue de Rivoli, c'est pareil. Moi, j'ai cru revivre le sketch de Raymond DeVos. Hein. La place avec le plaisir d'essence. Vous savez, le gars qui rentre là-dedans et qui ne peut plus en sortir parce qu'il n'y a que d'essence interdit. Mais t'es arrivé exactement la même chose. Je suis arrivé face au Louvre dans une rue perpendiculaire. À gauche, évidemment, depuis que je suis né, c'est interdiction d'y aller. C'était à sens unique dans ce sens-là. À droite, sens interdit, voie de bus. La rue par laquelle je suis arrivé est en sens interdit pour repartir. Je faisais quoi ? Vous êtes obligé de violer le règlement. Alors, je pense que ça a peut-être changé. Ils ont peut-être modifié le truc, mais moi, je l'ai vécu. Donc, franchement, on marche sur la tête. Alors, Anne Hidalgo, non seulement elle éteint la lumière, mais ce qui me préoccupe, moi, c'est que tous les maires de toutes les communes qu'on connaît veulent embellir leur cité. Moi, j'ai l'impression qu'elle l'enlaidit en permanence. Et pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'elle ne raisonne que de manière idéologique. Alors, elle a raison, oui. C'est une attaque politique, mais c'est une attaque sur sa politique de la ville, et c'est une attaque sur l'idéologie qu'elle accepte de voir se développer et qui la domine complètement, qui est l'idéologie de ses alliés écolos, dont on vient de voir d'ailleurs les délires à Poitiers et ailleurs. Elle est sous emprise de ces maires écolos et de cette population qui vote écolo. Je ne suis pas du tout contre l'écologie. Je trouve que l'écologie, c'est même une valeur conservatrice. Moi, vous le savez, avec Jean-Frédéric Poisson, via La Voix du Peuple, on défend le conservatisme à la française de tradition. Et là, très franchement, c'est du grand n'importe quoi. Alors, c'est vraiment très faible comme défense, dire que c'est une attaque politique de la droite et de l'extrême droite. Encore une fois, c'est la technique de victimisation chère à cette gauche qui n'a rien d'autre que son idéologie à proposer. Et quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit que c'est les autres les méchants, c'est pas ma faute, c'est pas moi, c'est les gens qui se comportent mal, c'est pas moi, c'est la droite, c'est l'extrême droite. Franchement, la question est nulle. Il suffit de venir à Paris et de regarder, et d'ailleurs les étrangers le disent, je crois qu'il y a eu des articles partout, Paris devient une ville insalubre, sale, des rats, comme vous l'avez dit, y compris sur le Champ de Mars, et dans laquelle règne une insécurité colossale, mais vraiment colossal. François Bayrou, Anne Hidalgo, c'est un mauvais général ? Clairement, on peut faire la transition, c'est marrant, sur l'insécurité. Vous savez que la première raison pour laquelle Haussmann a fait ses percées... une des choses, c'était pour faire tirer le canon sur le peuple qui se révoltait. Vous regardez toutes les révolutions du 19e, à chaque fois, ont été gagnées par la rue parisienne. Des barricades, par la rue parisienne, 48. des barricades. Et qui rendaient le truc, justement, complètement inextricable. Oui. Donc, une des raisons des percées d'Haussmann, c'était de pouvoir dégager ça et arrêter de se retrouver complètement enlisé par des barricades dans des ruelles. Ça, c'est la théorie de la gauche. Ça vous positionne très à gauche de dire qu'Haussmann a construit, a élargi les rues souvent, pour ça. Vous savez, il y a plusieurs raisons et l'idée, voilà, il y a une composition. Okay. C'est pas parce qu'il y a le reste qu'il n'y a pas ça et vice-versa. Ouais. Toujours est-il que, et ça fait la bonne transition, c'est-à-dire que si je cherche à voir justement au-delà de l'écume médiatique et des réseaux sociaux, et au-delà, si on reste dans le dièse du bruit sonore, à défaut de son musical permanent, qui empêche de voir les priorités, si on revient aux priorités, si on voit comment les choses sont gérées et comment on les voit côté général, c'est que, en fait, on pourrait dire ça comme ça. Anne Hidalgo, elle fait un effort de dette sur du marginal. C'est-à-dire qu'elle explose le budget sur des choses marginales, au lieu d'utiliser l'essentiel sur de l'essentiel. Alors, c'est quoi les priorités à Paris ça va être la sécurité, ça va être la propreté, ça va être la manière dont on rend cette ville fluide, agréable et attirante. Et là où, moi, j'ai deux réflexions là-dessus, c'est qu'effectivement, moi, là-dessus, j'ai que ma pratique personnelle de Paris, mais ce que je vois, c'est l'explosion des pistes cyclables dans tous les sens. Tout devient compliqué. Du coup, en fait, c'est marrant, on a transféré la pollution à l'intérieur. Vous voyez, la voie express Rive-Droite, on a fait rentrer la pollution à l'intérieur parce qu'on ne peut plus circuler par là. Donc, il y a tout un sujet. Et là-dessus, pour rester très sommaire aussi, je pense qu'il y a une illusion entretenue par le confinement qui risque de nous péter la gueule. C'est-à-dire que parce que le confinement limite la circulation, ça construit à tour de bras, encore une fois, parce qu'on est dans l'obsession de vouloir faire une ville de petits privilégiés qui se baladent à vélo. Et concrètement, ça va nous péter la gueule quand la vraie circulation va reprendre. Ma deuxième réflexion, c'est que, et moi j'en resterai là, c'est que Paris n'est pas qu'aux Parisiens. C'est-à-dire que, moi ça me fait penser à cette fable. Un âne chargé de reliques s'imagina qu'on l'adorait. Ouais. Voilà. Les reliques, c'est tous les monuments parisiens
Et le Parisien hidalguien croit qu'il est le centre du monde. Une âne ou un âne Une ânesse. Mais le Parisien hidalguien croit qu'il est l'alpha et l'oméga de Paris. Il ne se rend pas compte que toute la richesse dont il bénéficie, c'est parce qu'il y a des touristes qui passent, c'est qu'il y a des provinciaux qui passent, que tout le monde y passe, que c'est un lieu de rassemblement, que c'est un lieu de vie dont on crée les conditions, qu'on partage. Si on crée Paris que pour les Parisiens, eh ben l'âne va voir ses reliques tellement dépéries, voire disparaissantes, qu'il va comprendre qu'il est très seul dans l'étable. Serge, certains, j'ai entendu certains comparer Anne Hidalgo à Haussmann. Je vais vous dire, en disant qu'elle a laissé une trace comparable avec la piétonisation, avec le verdissement de la capitale, et qu'en réalité, la transformation actuelle était comparable à celle qu'avait fait Haussmann. Elle fait actuellement des aménagements ineptes, avec essentiellement des couloirs de bus ou le raménagement de certaines places, comme l'aménagement désastreux de la place de la République. Et tout ça, c'est exactement le contraire qui va se passer. C'est qu'un jour, on va arriver à la fin de l'exercice, à la limite de l'exercice, qui va sonner comme à chaque fois qu'il y a une expérience socialiste, c'est-à-dire dans la ruine, très bien, parce qu'effectivement, c'est le cœur d'une mégapole de 10 millions d'habitants, c'est également la capitale d'un pays, et donc ça excède de très loin les intérêts des petits riverains bobos de certains quartiers. Bon, donc ça va, elle ne pourra plus financer. La ville va être ruinée, et ce qui se passera, j'en suis persuadé, c'est qu'un jour, tous ces aménagements pour bobos, délirants, stupides, et qui enlaidissent le patrimoine haussmannien, vont être démantelés et détruits. Il ne restera rien d'Hidalgo et de Delanoë, rien du tout. Ça, j'en prends le pari à 20 ans. Ça aura été simplement une espèce de cauchemar pendant 20 ans, un délire idéologique. En fait, c'est une bande de semi-escrocs politiques qui ont mis la main sur un magot. Sur un magot. Et donc, ils le dilapident, et le jour où ils ne pourront plus le dilapider, ils seront chassés à coups de pied au derrière, et Paris retrouvera sa grandeur en éliminant toutes les saloperies qu'ils auront faites pendant 30 ans. C'est tout. Patrick Mignon et ensuite Elle Antoine est Cohen. effectivement dans un délire idéologique, c'est ce que je disais. Et ce délire idéologique, c'est que Paris doit être une ville qui vit pour le tourisme. C'est-à-dire pour les habitants de Paris intramuros, si possible les quartiers qui votent pour elle, et pour le tourisme. Et c'est le même problème qu'on a en France. On a une désindustrialisation qui a créé 2 millions de pertes d'emplois industriels en 10 ans ou en 15 ans. Et on fait la même chose avec Paris. C'est la même idéologie qui est à l'œuvre. Et derrière, je redis, c'est l'idéologie gauchiste, écologiste qui est derrière tout ça. Alors, le problème d'Anne Hidalgo, effectivement, je souhaite que... vous parliez d'une trace d'Anne Hidalgo, je voudrais pas être désagréable, mais c'est quoi? Une trace de limace ou une trace de chien, hein? C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on trouve à Paris de ce qu'elle laisse aujourd'hui. Et dernier point, dans l'idéologie, elle se prétend de gauche, cette dame-là. Mais elle oublie toute la petite couronne et toute la grande couronne, parce que tous les gens qui viennent à Paris pour travailler, ou qui en repartent, ou qui doivent contourner, ou traverser Paris pour aller y venir. Tous ces gens-là qui habitent dans la banlieue, eux, c'est l'enfer quotidien, dans les transports en commun, mais aussi dans la circulation et dans tout ce qu'elle fait. Et beaucoup d'artisans, de petits points, beaucoup d'artisans renoncent à venir à Paris, parce que c'est trop compliqué pour eux. Antoine Cohen. Et puis il y a un vrai sujet de sécurité, juste aussi là-dessus, c'est le principe de tout axe, c'est de pouvoir être sur 2 axes en même temps, chaque fois que notamment un camion de pompiers ou une ambulance doit passer. Les pistes cyclables, c'est juste un danger considérable pour des besoins élémentaires de sauvetage de victimes. Voilà. Malheureusement, la question de la propreté est loin d'être le seul problème, ça a été souligné. Moi, j'aimerais bien voir le hashtag, effectivement, Paris bloqué. C'est vrai qu'avec cette politique folle des grands travaux qui a été lancée, aujourd'hui, les automobilistes sont véritablement les vaches à lait de cette municipalité. J'aimerais bien voir aussi le hashtag Paris hors de prix, notamment concernant la question du logement, où c'est devenu juste impossible de vivre dans une surface correcte pour de nombreuses personnes, notamment les étudiants ou les jeunes familles. Et malheureusement, je pense que dans ce domaine, l'action publique ne peut pas faire grand-chose parce que c'est avant tout une question d'offre et de demande. Et c'est vrai que Paris concentre les emplois et donc à l'avenir, il ne faudra pas s'étonner si on atteint les
les 20 000 euros du mètre carré, comme c'est le cas dans d'autres grandes villes comme New York ou on est Londres. Et déjà donc à Paris 12 13 000 en risque moyenne. d'être une ville de privilégiés, oui. Pour ajouter quelque chose sur ce sujet du logement, il ne faut pas croire que c'est simplement les forces du marché qui déterminent la situation et la crise dans laquelle on est. Pas du tout. La ville de Paris a une action extrêmement néfaste, parce que d'abord, ils ont modifié le plan local d'urbanisme, ils ont limité la constructibilité pendant à peu près une quinzaine d'années, et en même temps, la ville a dépensé des montagnes d'argent, alimenté d'ailleurs, c'était le serpent qui se mordait la queue, par les droits de mutation qui étaient engrangés par la hausse du prix de l'immobilier. Elle utilisait cet argent pour préempter. Donc ça a contribué pour acheter... mais pour y mettre des logements sociaux. Du logement clientéliste. Il ne faut jamais dire logement social, il faut dire logement clientéliste. Elle met des électeurs, et c'est d'ailleurs assez efficace. C'est pour ça qu'elle a été réélue. Elle a eu 230 000 voix à peu près au deuxième tour des municipales, ce qui était très peu par rapport à 2014, parce qu'il y a eu une abstention massive. Sur les 230 000, vous pouvez en compter au minimum 150 000 de logés sociaux dans le 18e, le 19e, le 20e et le 13e. Elle a gagné grâce à ça. Et c'est pour ça qu'elle est tranquille. Elle laisse les autres s'escrimer à faire des campagnes électorales, mais elle sait que son réseau clientéliste dans l'Est parisien va mécaniquement, pratiquement, lui donner une majorité au Conseil de Paris. Donc, elle est récompensée, sauf qu'au bout d'un moment, il n'y a plus d'argent. Et ça s'effondre, parce qu'elle ne peut plus. Et d'ailleurs, en ce moment, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Et là, je terminerai sur la question du tourisme, parce que c'est vrai que pour toute la France, comme pour Paris, on a accès sur, en gros, l'industrie. On s'en fout désormais, on laisse ça aux Allemands, aux Japonais, aux Chinois. Et nous, on fait du tourisme. Sauf qu'on n'avait pas vu le méchant Covid apparaître. Et donc, on a cru que l'économie du tertiaire et du tourisme allait nous sauver. Et quand, finalement, le Covid apparaît, eh bien, c'est l'économie du tertiaire et du tourisme qui l'affecte en premier. Parce que ce qui va nous tuer avec le Covid, à mon avis, c'est que le tourisme international ne va pas réapparaître en France avant au moins un an. Et des petites entreprises émiettées comme ça, qui sont maintenant la tête à peine hors de l'eau, elles vont crever parce que tant qu'il n'y a plus d'Américains, de Russes, d'Arabes, de Chinois, de Japonais qui arrivent à Paris, eh bien, la grosse population de touristes à haut pouvoir d'achat ne sont plus là, et le tourisme parisien, les grands magasins, l'hôtellerie, tout ce qui va, les congrès, les foires, tout ce qui va autour de ça, c'est l'employeur numéro 1 à Paris, c'est de très loin l'employeur numéro 1, va s'effondrer. Il est bien possible que le Covid, la crise sociale, socio-économique consécutive au Covid, va physiquement tuer plus de personnes que la maladie, la pandémie. On arrête sur ce sujet, merci. Vision pessimiste à la fin. Alors je vais vous inviter dans le troisième sujet, on va parler de Napoléon. Vous allez voir, c'est très intéressant. À tout de suite. Le bicentenaire de Napoléon. Donc, petit rappel, le 5 mai 1821, Napoléon meurt à Sainte-Hélène. Actuellement, il y a une polémique. Est-ce qu'on doit célébrer ce bicentenaire et célébrer l'homme extraordinaire ? Est-ce qu'on doit juste commémorer parce qu'en fait, on met aussi en avant le boucher, le conquérant, celui qui a restreint le droit des femmes, celui qui a rétabli l'esclavage ? Ou est-ce qu'on doit ne rien faire ? Parce que finalement, Napoléon, c'est peut-être l'homme le plus connu du monde après Jésus-Christ, mais c'est d'abord une personnalité négative dont la France n'a pas à se vanter. Voilà, c'est ça la problématique aujourd'hui. Et un ancien militaire pour le roi des militaires. Obligé. François. Obligé, mais l'histoire n'est pas une commission d'enquête. L'histoire, elle trie par elle-même. Elle trie par elle-même ce qui doit rester. Et cette idée permanente qu'ont nos contemporains de vouloir soumettre l'histoire avec un regard d'aujourd'hui sur des critères d'aujourd'hui est un non-sens absolu. Au passage, quand vous prenez le mot tradition, le propre de la tradition, c'est pas de garder tout, c'est précisément de garder l'essentiel. C'est ça, la tradition. Et donc, pour moi, et je le dis d'autant plus que, ayant du sang vendéen, si vous voulez, Napoléon, c'était pas forcément ma tasse de thé au départ au niveau de mon histoire personnelle, parce qu'il a quand même sulfaté un paquet de chefs vendéens en commençant par Cadoudal. Le général Vendémiaire. Qui était chouant. Mais voilà. Et donc, ce qui est sûr, c'est que il faut garder ce qu'il faut garder. Et moi, je dirais deux choses là-dessus. Me concentrer sur ce qu'il faut garder. Réfléchir, non pas à ce qu'il faudrait reprocher à l'époque, mais j'y viens, mais ce qu'on peut aussi changer. Sur ce qu'il faut garder, c'est l'esprit de grandeur, c'est l'héroïsme, c'est l'épopée, c'est le génie et la gloire militaire.
Vous savez, il y a une chanson populaire qu'avait écrit à l'époque Pierre-Jean de Béranger, qui était « Bien qu'on dise qu'il nous est nuit, parlez-nous de lui, grand-mère, parlez-nous de lui ». Voilà. Et tout est là. C'est-à-dire qu'encore, vous pouvez, c'est comme effectivement Truffe de Poitiers sur les rêves aériens, vous faites lever, encore une fois, on part de grandeur de ce qui fait rêver les enfants, et là-dessus, vous rassemblez toute population, et notamment... Vous voyez, sur les sujets d'immigration, je passe mon temps, qu'à chaque fois que je peux intervenir, moi, j'interviens dans des écoles autour de mon roman sur la Grande Guerre, à parler aux enfants d'immigrés de leur passé, de leur arrière-grand-père qui s'est battu dans la Grande Guerre. Vous faites lever n'importe quel jeune gamin quand vous lui racontez les récits de Napoléon, et vous parlez des pyramides, et vous parlez des victoires, et de toute la manière dont on a pu atteindre des sommets en termes de génie militaire. Voilà. Donc ça, c'est clairement ça qu'il faut garder et transmettre. Ce sur quoi je pense qu'on pourrait faire un tri, mais ça, les gens n'y pensent pas souvent, mais c'est sur l'obsession des codes chez Napoléon. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est quand vous regardez l'histoire... L'obsession des codes? Oui, code civil, code pénal, etc. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une manière de structurer. Le code, c'est remplacer le discernement par de la prévision sur tout. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez comment s'est construite l'histoire, on a construit petit à petit une qualité de conseil pour gérer les événements. Et le code, c'est de dire on va tout mettre à l'avance, on va tout prévoir. Comme ça, on sera capable de réagir à tout. J'appelle ça faire des lignes maginaux-mentales. D'accord. Croire que l'exhaustivité du savoir empêche l'inconnu, alors que l'inconnu, comme les Allemands, contourne. Antoine Cohen. En France, on a tendance à politiser l'histoire et à écarter ce qui ne nous plaît pas. On a finalement cette fâcheuse manie d'avoir une lecture contemporaine de l'histoire au lieu de replacer le personnage dans son contexte, dans son époque et de mesurer son apport au pays. Et en ce sens, Emmanuel Macron, ministre de l'économie il y a 5 ans, a eu tout à fait raison de célébrer Jeanne d'Arc qui appartient à tous les Français. Et nul ne peut prétendre avec certitude le positionnement politique qu'aurait eu tel ou tel personnage historique à notre époque. En tout cas, moi, personnellement, je reste confiant dans la volonté du président de la République de célébrer ou du moins de commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon. Et d'ailleurs, il a voulu faire déjà avec Pétain, mais c'est pas passé parce que Pétain est quand même davantage diabolisé que Napoléon. Et puis, de toute façon, l'apport de Napoléon à la France, il est considérable avec la construction de l'Arc de Triomphe, la création du Code civil. L'Arc de Triomphe n'a pas été construit par Napoléon, c'est bien après. Hein. Ouais. C'est 1800, il a été achevé en 1842, de mémoire. D'accord, en tout cas, imaginé par Napoléon. 32. Et puis aussi le Code civil, dont 50% des articles sont encore d'actualité aujourd'hui, la création des lycées, des départements, de la Banque de France, de la Légion d'honneur. Et c'était des réformes sur le long terme et qui sont aujourd'hui solides et pérennes pour notre pays. Puis Napoléon, c'est aussi une grande personnalité. C'est l'ambition réformatrice, c'est le volontarisme politique, c'est la méritocratie face au déterminisme et l'impératif de grandeur française. Et puis on a besoin d'un personnage comme Napoléon pour faire France, pour tracer un destin commun et tracer aussi un idéal. Je me permets d'ailleurs de citer quelques mots de Victor Hugo qui disait « Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Voilà pourquoi nous avons besoin de Napoléon. C'est une force qui va. Il nous dit lui-même qu'impossible n'est pas français. Serge, le 5 mai, une messe va être célébrée aux Invalides, messe présidée par le président de la République. Est-ce que vous iriez à cette messe, où il y a la garde républicaine? C'est d'ailleurs une tradition, hein, mais peut-être que ce jour-là, le regard du monde entier sera tourné vers le dôme. Vous iriez, vous serez... Non, j'irai pas parce qu'il y aura Macron. Donc je ne vais rien de ce qui est organisé par cet individu. Mais la récupération de Bonaparte et de Napoléon, enfin, quel que soit le nom qu'on lui donne, par Macron, est tout simplement ridicule. Enfin, bon, c'est un géant et un nain. Et les gens qui crachent sur Napoléon, vous voyez, c'est l'histoire de la bave du crapaud qui ne l'atteint pas, même 2 siècles après sa mort. Bon, c'est quelqu'un qui est considérable parce que d'une certaine manière, il a donné la solution à l'équation impossible française. C'est-à-dire que c'est un pays qui est quand même assez vaste, extrêmement divers et quand même très centralisé. Alors, comment est-ce qu'on gère un système centralisé ? Quand il est très vaste, il n'y a pas 36 solutions. Il faut avoir un pouvoir efficace qui n'est pas trop
bureaucratique, et le pouvoir bonapartiste napoléonien n'était pas trop bureaucratique, et qui sait se faire, qui prend des décisions rationnelles et qui sait les appliquer. Moi, alors, Napoléon, j'ai 153 ans de le vanter, bon, et je pourrais en donner des tas d'exemples historiques, mais il y a deux choses que je retiendrai très rapidement. D'abord, on est retombé, il n'y a pas longtemps, sur un texte, une petite note, une notule qu'il envoie au préfet du Var, où il dit... Monsieur le préfet, alors l'empereur au préfet du Var, le département dont je vous ai confié la gestion. Donc c'est d'homme à homme. Vous voyez, c'est pas dans l'impersonnalité du pouvoir actuel, dans la bureaucratie. On me signale qu'il y a des incendies de forêt. C'est un sujet toujours d'actualité. Bon, je vous ordonne, dit-il, de faire fusiller sur le champ toute personne convaincue de les avoir donc allumés. Et si j'apprends que ça n'était pas le cas, je pourvoirai immédiatement à votre remplacement. D'accord ? Bon, vous êtes tranquille, ça sera fait. Ouais. Bon, donc, il y a une espèce de mal français, comme Perfit l'avait mis, Alain Perfit un peu en exergue dans un livre il y a une quarantaine d'années, qui est qu'on n'arrive pas, on a du mal avec cette centralisation et en même temps cette décentralisation. Et la seule clé du problème, c'est l'efficacité du pouvoir central. Et Napoléon a trouvé. Alors, il y a eu peut-être des excès, il est parti dans des conflits qui étaient d'ailleurs attisés en sous-main par la Grande-Bretagne qui voulait faire échouer son projet d'unification continentale, parce que c'est contraire aux intérêts de la Grande-Bretagne, l'unification continentale. Il voulait recréer finalement l'Empire romain, c'était ça qu'il avait en tête, comme avant lui Charlemagne, comme après lui malheureusement Adolf Hitler. Mais ça a échoué pour des tas de raisons. Mais penser que des espèces d'olibrius puissent avoir même la moindre opinion sur l'envergure d'un personnage pareil, mais c'est risible, il devrait se cacher, c'est tout, il n'y a rien d'autre à en dire. Okay. Patrick Pignon. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec Serge Federbusch. Moi, si M. Macron m'invitait aux Invalides, j'irais. Oui. Mais non pas parce que c'est M. Macron, mais parce que c'est le président de la République qui m'y inviterait. Et ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce qui prime avant tout, c'est l'unicité, article 1 de notre Constitution, de la République et de la France. Ça veut dire quoi ? Je rappelle cette phrase magnifique d'Auguste Comte, « Les morts gouvernent les vivants ». Ça veut dire que tous ceux qui disent « Oh, je vais fêter Jeanne d'Arc, mais est-ce que c'est bien de faire le bicentenaire de la mort de Napoléon ?» Se poser cette question d'ailleurs quand on a fêté Waterloo et qu'on a refusé de fêter Austerlitz. Bref, tout ça... Et qu'on a célébré Trafalgar. Et qu'on a célébré Trafalgar, c'est vrai. Avait envoyé un porte-avions au large de l'Espagne pour célébrer Trafalgar. Et qu'on a refusé d'envoyer une délégation officielle le 9 août 2015, je crois, à Moscou. À Moscou. Ouais. Ou non, pardon, 2021, c'était le 9 août, 2020, le 9 août passé. On a refusé d'aller au 75e anniversaire de la victoire. Avait fait bien pire. Attends, c'est pas fini. Quand il a refusé d'aller aux célébrations de la bataille, en fait, où les Anglais sont morts par centaines de milliers pour essayer de défendre la France pendant la guerre de 14-18. Oui, d'accord, en Picardie. Ça, c'est une indignité nationale. Alors, justement, pour arriver là, pourquoi je disais les morts gouvernent les vivants et pourquoi j'irais aux Invalides, même si c'est cet horrible Macron, mais néanmoins président de la République, qui m'y invite. Eh bien, parce que je considère que de la France et de son histoire, on doit tout accepter. On ne doit rien trier. Si on accepte les lumières, on doit accepter les ombres. Si on parle des ombres, on doit accepter qu'il y a eu des lumières. Et ça, ce pouvoir actuel, là par contre, par idéologie, veut continuer de fracturer les Français. Il ne se maintient aujourd'hui que parce qu'il réussit à opposer toutes les catégories de Français entre elles. Les nouveaux Français aux anciens Français, les jeunes aux vieux, les femmes aux hommes, les hétéros aux homos, tous les riches aux pauvres, les bobos des villes aux ruraux et à ceux de la France périphérique. On ne cesse de diviser la France. Et je préfère, moi, j'aimerais bien qu'on arrête de parler de la République. La France n'existe pas que depuis 1789, encore moins depuis 1936, le Front populaire, ou la Commune en 1800 et quelques. La France, c'est la France, elle a commencé il y a plus de 1700, 1800 ans. Il faut la célébrer et la prendre dans sa totalité.
on jette pas le bébé, on jette pas une partie de l'eau du bain parce que le bébé va partir avec. Voilà mon opinion. Pardon, ok, mais Napoléon, c'est aussi celui qui a rétabli l'esclavage. Non. Bien sûr que si. Il a rétabli une partie de l'esclavage. Oui. Mais le code noir, le fameux code noir de Colbert dont on a parlé, il fallait abattre la statue de Colbert. On n'arrête pas de se tirer et de prendre les choses qui, encore une fois, François Baird l'a dit tout à l'heure, il n'a pas dit le mot, mais c'est ça qu'il exprimait. C'est un anachronisme que de vouloir juger l'histoire passée à l'aune de nos références actuelles. Essayons de faire au moins l'effort intellectuel de nous placer dans le temps passé pour juger ce temps passé si on prétend le juger. François Baird. Parce qu'à ce rythme-là, on peut faire tomber l'acropole aussi parce que ça a été construit avec du sang d'esclaves. Puis on peut faire la généalogie aussi de la moitié des Turcs sur tout ce qui s'est passé en Méditerranée pendant des siècles et des siècles sur lesquels les Trinitaires... Et pas seulement les Turcs. Donc voilà. Et donc là-dessus, c'est ça cette histoire de tri pour moi, c'est de garder que ce qui élève et ce qui unit. C'est-à-dire que, et je suis tout à fait en phase. Vous êtes en opposition parce que vous triez. Pardon, Patrick, il veut pas trier. Hein. Ah oui, mais attends, pas trier dans le sens. Et tout. Non, on est d'accord sur le fond. C'est-à-dire que Patrick dit qu'il faut pas trier dans le sens. Je prends ça, je prends pas ça. Moi, je dis que l'histoire naturellement garde d'un homme ce qui nourrit tout le monde, et que on fait tous des erreurs, et a fortiori, c'est des erreurs minorées si on les regarde avec le regard d'aujourd'hui, ce qui veut rien dire, parce qu'encore une fois, une décision, on se prend en situation. C'est facile après coup de revenir sur des décisions qui ont été prises en situation avec un pistolet sur la tempe. Donc l'histoire garde ce qu'il y a de meilleur. Et moi, ce que je garde de l'histoire, c'est ce qui élève et ce qui unit. Vous voyez, il y a une histoire, c'est une très belle histoire à raconter un peu sur cette fente, c'est l'enseigne tricolore de Jean de la Varande. Vous connaissez ça? Non. C'est précisément au cœur de cette époque-là. Oui. C'est un officier royaliste qui se retrouve en plein moment de, justement, en 1815, quand il y a la Restauration. D'accord. Napoléon n'est La plus... première ou la deuxième? La première. Okay. Napoléon n'est avant plus les là. 100 jours. Okay. Et il voit un bateau anglais qui rentre, entraînant derrière lui un drapeau tricolore. De toutes ces triples officiers royalistes ayant vécu sous l'Ancien Régime, il a très peu de considération pour ce drapeau. Il n'empêche que c'est le drapeau français. Il a 14 canons, l'anglais en a plus du double, et dit « je ne veux pas savoir ». Il prend son porte-voix et dit « vous laissez traîner l'enseigne derrière vous, relevez-la ». Une fois, deux fois. À la troisième fois, l'anglais n'en a rien à faire, il dit « ok, branle-bas de combat ». Il est prêt à crever pour ça. Okay. Et l'anglais, bluffé par ce coup de culot, parce que ça reste la France, eh ben, remonte le drapeau. Okay. Et l'histoire finit en disant... Vous êtes un romantique. Et le commandant, sans un quart de sourire, rentra dans ses appartements. Sans un mot, sans dire un mot, sans un quart de sourire, rentra dans ses appartements. Il s'est battu pour l'essentiel. Belle anecdote. Et ben, c'est pareil. Et Napoléon, il est intrinsèque à la gloire française, alors, il est intrinsèque à l'esprit français. Vous dites et on a besoin de s'en alimenter. Vous dites qu'on est opposés tous les deux avec François. On n'est pas opposés parce qu'en fait, ce qu'il exprime, c'est que pour l'avenir, on doit extraire du passé le meilleur. Ça n'est pas un tri, ça. C'est essayer d'améliorer la situation. Mais vous savez tous sur ce plateau, vous Franck aussi, qu'on ne progresse que grâce à ses erreurs. Celui qui, et là je parle de mon ancien métier de pilote, je vais vous dire, un pilote de ligne ou un pilote tout court, qui croit qu'il fait tout le temps le bien, c'est le plus dangereux des hommes parce qu'il ne verra pas venir la montagne cachée dans le nuage. Celui qui n'a fait que commettre des erreurs va apprendre à se méfier de lui-même en permanence et c'est ça qu'on doit faire. Donc oui, la France a commis des erreurs et elle a des zones d'ombre, même peut-être très sombres. Elle a eu aussi ses périodes de lumière et si on veut continuer d'avoir un maximum de lumière dans l'avenir, on doit utiliser et ne pas nier ces périodes d'ombre et nous tirer des balles dans le pied à chaque fois en dénigrant notre pays et ses grands hommes. Vous m'aviez dit, Serge, que vous avez une citation. Non, on a eu un bon combat de citations. Je pense qu'une citation de Lavarande, mais ça n'a pas grand-chose à voir. Ouais. Je crois qu'il disait « Mon âme à Dieu, ma vie au roi, mon corps aux femmes, mon honneur à moi. » Donc, c'était quand même quelque chose... C'est royaliste, mais c'est aussi napoléonien, du coup. Bon. Enfin, c'est une anecdote et une parenthèse. Moi, je crois on l'attribue à beaucoup de gens, mais oui, alors je ne sais pas qui c'est, mais je crois que c'était Lavarande. En tout cas,
Je crois que ce qu'on devrait retenir de Bonaparte, Napoléon, c'est qu'il faudrait peut-être se réveiller pour retrouver un peu de la grandeur et du sentiment de transcendance, d'énergie, de courage, tout simplement. Vous auriez pu citer La Roche-Jacquelin là-dessus. Voilà, c'est quelqu'un qui avait du courage. Là aussi, on en discutait un peu avant, mais une citation que j'aime beaucoup, enfin une situation rapportée sur Bonaparte, Napoléon, quand il était avec ses maréchaux. Il y avait une hésitation pour savoir est-ce qu'on on prend l'offensive ou pas. Il y en avait qui disaient oui, d'autres qui disaient non. Bon, c'est compliqué, on ne sait pas. Et il disait, là, on frappe et puis on voit. Face à des situations inextricables, vous voyez, dont on ne sait pas, et bien de temps en temps, la solution est dans l'action. Et si on avait eu un Bonaparte à la tête de l'État et pas un Macron quand la crise du Covid s'est déclarée, eh bien je suis bien persuadé qu'on aurait réglé les choses bien différemment. Pourquoi ? Parce que pourquoi ça ne marche pas fondamentalement ? C'est parce que le pouvoir, qui est très centralisé mais bureaucratique, ne sait pas ce qui se passe vraiment dans les hôpitaux. On peut lui raconter n'importe quelle connerie, on peut lui dire oui, il n'y a pas suffisamment d'infirmières ou pas. Le système bureaucratique, eh bien l'information du terrain ne remonte pas à la tête. Et il faut trouver. C'est pour ça que ça échoue, c'est pour ça que l'Union soviétique s'est effondrée, que tous les régimes bureaucratiques s'effondrent. Il faut trouver les moyens de faire que l'information sur le terrain remonte à la tête et que la tête pense vite et agisse rapidement. Eh bien, le système bonapartiste, il avait peut-être tous ses défauts, mais dans ce contexte-là, il fonctionnait. Le système de la Ve République finissante avec Macron, qui a une caricature de pouvoir centralisé et prétentieux, ne fonctionne plus. Eh bien, redevenons bonapartistes et éliminons les incapables qui nous gouvernent. C'est la fin de cette émission, mais alors vraiment, on est avec 4 passionnés. C'est bien l'image. Napoléon, deuxième personnage le plus connu de l'histoire. Juste derrière... Dans le monde. Derrière Jésus, dans le monde. Dans le monde. Point d'attraction de fascination en Russie, au Japon, en Chine, en Angleterre aussi. Ben voilà, là, on en a eu l'illustration par ce 3e et dernier sujet. Allez, on se retrouve dans 15 jours. Je suis certain que l'actualité va nous avoir apporté bien des choses sur lesquelles débattre et se combattre. Allez, à dans 15 jours.